Oui, donc, bonsoir à tous. Je suis très heureux de cette réunion de la SFDP sur ce thème dont on va parler ce soir, qui est un thème d'actualité, puisque, comme vous le savez, le Ramadan va commencer très bientôt. Donc, la SFDP est une association assez ancienne, qui est parmi les buts, notamment, de prendre un petit peu de recul sur l'exercice de la profession. Nos derniers webinaires ont porté justement sur les nouvelles missions des pharmaciens, sur le numérique, etc. Et en fait, c'est aussi une révolution pour la SFDP qui traditionnellement faisait des réunions à Paris avec finalement un petit comité. Les techniques modernes, et notamment Zoom, nous ont permis d'élargir notre audience et c'est très bien comme ça. Et donc, notamment, de pouvoir prendre des sujets qui franchissent la Méditerranée, puisque ce soir, nous avons une soirée très nettement franco-marocaine. Et donc, je remercie les intervenants. Je vais tout de suite passer la parole à notre collègue Mimoun Fadi, qui va être le modérateur de cette soirée et qui va vous présenter et le thème et nos deux intervenantes qui sont l'une à Rabat, l'autre à Tanger, ou toutes les deux à Rabat, je ne sais pas en fait ce soir. Donc voilà, je passe la parole à notre collègue Mimoun qui va pouvoir introduire le thème et présenter les oratrices. Merci Pierre. Avant de commencer, je voudrais d'abord remercier l'ensemble des confrères et des consoeurs qui ont pris le temps et qui sont là ce soir pour cette réunion reflète complètement notre société qui est internationale avant tout et qui est une société qui œuvre au développement professionnel des pharmaciens. Je voudrais aussi remercier la SFDP pour l'organisation de cette thématique, plus particulièrement toi, cher collègue Pierre. Et je voudrais remercier particulièrement les deux intervenantes, nos consoeurs Sadia Skrele et Houda Sifiani, je pense qu'ils ont pris beaucoup de temps, qui ont œuvré à ce que leur présentation soit à la hauteur de ce qu'on attend d'elles, et je leur fais confiance et je leur remercie par avance. Euh, le thème de notre soirée est iatrogénie jeune. Je voudrais juste définir en préambule le mot iatrogénie qui vient de l'ancien grec iatro, qui est médecin. Iatrogénie, c'est en définition qu'on trouve partout, c'est la pathologie qui est induite par le médecin, par un acte thérapeutique ou par un acte médical. Et le médicament est une drogue, c'est pharmakos, et le pharmakos était dans la Grèce antique la victime qui cristallisait, qui expiait tous les péchés de la Grèce antique pour ramener la paix, donc c'est pour soigner. Juste avant de donner la parole aux intervenantes, je voudrais présenter la complémentarité ce soir de nos intervenantes. Parce que Sadia Skrele, il est pharmacien hospitalier, il est pharmacien clinicien, il est consultante au centre de pharmacovigilance au Maroc, à Tanger. Et puis le docteur Houda Sefiani, qui est médecin et qui est toxicopharmacologue ou pharmacotoxicologue au centre antipoison et de pharmacovigilance de Rabat. Et de ce pas, je vous laisse la parole. Donc, on aura l'intervention au départ de Dr Sadia Skrele, suivi de l'intervention de Dr Houda Sefiani. Et après, on laissera un large temps pour les questions ou les enrichissements que les consoeurs et les confrères voudront apporter à notre webinaire. La parole est à Dr Skrele. Alors, bonjour à tous. Je suis extrêmement ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je vois que nous sommes nombreux, donc merci pour votre participation, pour votre présence et pour votre fidélité à ces rencontres. Et Houda et moi-même sommes extrêmement honorés de faire partie, en tout cas, de cette rencontre pour parler d'un sujet qui, visiblement, nous intéresse tous. Alors, je vais commencer par partager l'écran tout de suite pour démarrer la présentation.
Donc, alors, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que c'est bon? Parfait. Parfait, d'accord. Donc, voilà, bonsoir à tous et bienvenue. Donc, je m'appelle Saïdia Srali, je suis pharmacien clinicien officinal à Tanger au Maroc et je suis également membre du Rabat Collaborating Center, qui est un centre collaborateur pour l'OMS, et également membre du comité scientifique du pharmacien manager. Donc, nous sommes en tant que pharmaciens cliniciens de plus en plus confrontés à différents types de patients, de différentes croyances, différentes représentations, différentes pratiques de santé, dont le jeûne du mois de Ramadan. Et donc, nous allons essayer à travers cette présentation d'accompagner nos patients qui sont à haut risque d'iatrogénie médicamenteuse cette période de jeûne. Alors, cette présentation a pour vocation d'être une présentation interactive et pour ce faire, je vous demande, s'il vous plaît, de vous connecter sur slido.com. Il suffit juste de taper dans votre moteur de recherche Slido ou slido.com, d'insérer le code Ramadan 2023. Vous n'êtes pas obligé d'insérer en fait le hashtag. Donc, vous mettez Ramadan en majuscule et vous allez avoir accès tout de suite en fait à des questions Slido. Donc, je ne sais pas si vous les voyez, vu que je ne peux pas partager un deuxième écran. Est-ce que vous voyez apparaître la première question Slido? Ouda, est-ce que tu peux me confirmer, s'il te plaît? On ne la voit pas encore. D'accord. Donc, alors je vais arrêter le partage et repartager l'écran. Alors, théoriquement, vous devez voir apparaître sur l'écran Slido donc la première question. Alors, les deux premières questions, ce sont des questions pour se familiariser avec l'outil. Donc, je vous invite à y répondre. Alors, pour information, Slido est un outil qui est dans l'interaction, qui est tout à fait anonyme. Donc, vous pouvez insérer les réponses que vous souhaitez, vraies dans la mesure du possible, mais en tout cas, vous avez effectivement la possibilité de vous exprimer via cet outil et de nous permettre de rendre ce webinaire interactif. Alors, je vais repartager l'écran. Alors là, vous voyez mon écran partagé avec les premiers résultats Slido qui apparaissent. Nous sommes à 19 participants Slido. Donc, je pense que les autres sont en train de se connecter au fur et à mesure. Donc, vous pouvez de toutes les façons l'utiliser à partir de différents canaux, que ce soit sur votre ordinateur, votre téléphone portable ou votre tablette. Donc, première question, vous êtes confortablement assis, donc cela nous réjouit et donc vous êtes en bonne condition pour démarrer ce webinaire. Alors, nous avons des gens qui sont quelque part sur Terre et il y a des personnes qui sont de garde. Donc, bon courage pour votre garde. Alors, je vais passer à la deuxième question. Ce sont des questions introductives, comme je disais, pour vous familiariser avec l'outil. Donc, en un ou deux mots, quelles sont vos attentes par rapport à ce webinaire? Alors, pour l'instant, nous n'avons pas encore de réponse. Alors, des conseils pratiques, des informations. Vous cherchez à acquérir des connaissances, de pouvoir répondre à vos patients en officine. Vous souhaitez avoir de la pharmacovigilance, donc ça, c'est un volet qui sera abordé par Houda. Donc, Houda, on t'attend sur ce volet. Comment changer la posologie pour ajuster le traitement de vos patients, si j'ai bien compris. Des nouveautés, donc j'espère qu'on sera en mesure de vous apporter les nouveautés et ce qui manque à vos connaissances. L'observance d'un traitement, donc c'est un volet qui sera brièvement abordé lors de la présentation également. Voilà, comment déclarer? Alors ça, c'est Houda, c'est la spécialiste de la déclaration et donc c'est l'experte
en pharmacovigilance, donc elle pourra vous accompagner là-dessus. Parfait, donc je vois que vous commencez à vous approprier l'outil, donc c'est très bien. Donc nous allons continuer donc par la question Slido 3. Donc, quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit en tant que pharmacien d'officine pendant cette période, donc la période de jeûne du mois de Ramadan? Décalage des prises, donc modification du plan de prise, absolument. Des adaptations de posologie, absolument. Donc, des ajustements qui sont à faire pendant ce mois, principalement pendant ce mois. Et donc, il va falloir trouver le bon équilibre tout en optimisant l'observance thérapeutique. Est-ce que je peux jeûner? Est-ce que le jeûne est compatible avec avec le traitement qui est en cours? Des effets indésirables, de la sensibilisation, le diabète qui revient très souvent, et finalement, vous avez raison de le préciser, parce qu'il apparaît en grand, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de réponses là-dessus, et effectivement, on va consacrer une grande partie, en tout cas de la présentation, pour le patient diabétique, même si cette présentation est adressée à tout patient à haut risque d'iatrogénie médicamenteuse. Donc voilà, donc, les réponses sont diversifiées. Je pense qu'on va pouvoir aborder vos différentes réflexions, et j'espère qu'on pourra répondre à toutes vos questions. Donc, j'ai passé à la présentation. J'arrête encore le partage pour rebasculer sur la présentation. Et donc, que voici. C'est bon, vous la voyez? Parfait. Parfait, merci. Alors, donc voilà, donc la présentation s'articulera autour de 3 axes principaux. Alors, vous présentez le contexte du jeûne du mois de Ramadan, qui est pour vous familiariser, alors pour ceux qui n'ont pas encore des connaissances complètes, de pouvoir effectivement les parfaire, à aborder les différents aspects de ce que je dirais la problématique, mais vous verrez, cette période sera problématique pour certains et pas forcément pour d'autres. Et puis, on terminera par la valeur ajoutée du pharmacien clinicien dans sa démarche et son accompagnement de son patient. Alors, le jeûne, c'est une privation donc totale ou partielle de l'alimentation avec un maintien ou non de la boisson. Donc, ça peut s'inscrire dans un cadre spirituel, mais ça peut être également dans un cadre culturel ou une pratique de santé. Donc, le jeûne, comme vous le savez, c'est pratiqué par plusieurs communautés à travers le monde, et ce n'est pas forcément uniquement une pratique religieuse, même si ça s'inscrit principalement dans un contexte religieux. Donc, ça peut être le Ramadan, le Carême ou le Kippour, ou pour d'autres jeûnes dans d'autres communautés. Et il peut s'inscrire dans un contexte nutritionnel qui est le jeûne intermittent. Alors, les bénéfices du jeûne ont fait l'objet de nombreuses recherches scientifiques, et donc les effets bénéfiques de la privation de nourriture ont démarré très tôt sur des modèles animaux. Alors, juste à titre anecdotique, on a l'animal, donc le manchot empereur, sur qui on a fait énormément de recherches, puisque en fait, il est capable de jeûner très longtemps et plusieurs jours d'affilée. Et donc, ce jeûne va pouvoir non seulement apporter donc des bénéfices sur le plan personnel en termes de maîtrise de soi, d'autodiscipline, d'empathie envers autrui et le sens du sacrifice, mais également, il pourra aider à améliorer d'autres paramètres. Alors, oui, jeûner pour rester jeune, mais également pour améliorer des paramètres métaboliques que nous verrons au travers de cette présentation. Alors, Ramadan fait partie effectivement des piliers de l'islam, et donc ça sous-entend que sa pratique est plus ou moins obligatoire. Donc, c'est une pratique qui va se dérouler sur 1 mois sur l'année. Selon le format suivant, donc ça va être de la privation totale de la nourriture et de toute boisson sur une durée qui est limitée de la journée. Et cette durée va être variable en fonction de la latitude géographique. Je reviendrai sur une autre par rapport à ce point. Et c'est elle va être variable en fonction de la période de l'année, puisqu'il décale dans l'année. Alors, il démarre avant l'aube et cette durée va se terminer, le jeûne, pardon, va se terminer au coucher du soleil. Et donc, cette pratique qui est certes
donc inscrite dans la religion et inscrite dans le Coran, fait l'objet ou bénéficie de quelques exemptions, notamment des patients chroniques ou des patients qui ont des maladies aiguës sont exemptés du jeûne, mais également les femmes enceintes et allaitantes. Alors, Ramadan et pathologie chronique dans la littérature médicale. Alors, cette diapo, c'est simplement pour vous dire qu'effectivement, le Ramadan, il y a de nombreuses études et publications sur ce sujet, mais elles sont principalement focusées sur le diabète. Et justement, cette présentation, elle sera orientée diabète, puisque effectivement, il y a énormément de publications. Là, vous voyez, on est un peu plus de 700 publications sur Ramadan et diabète, un peu moins sur l'hypertension et très peu sur la dyslipidémie ou l'insuffisance rénale chronique. Alors, en termes de guidelines, alors quand on fait une brève recherche dans des grandes sociétés savantes, alors le diabète, encore une fois, bénéficie de nombreuses recommandations, que ce soit des recommandations internationales, américaines, par différentes associations. Je vous en ai cité juste à titre d'exemple quelques-unes, ce qui n'est pas le cas de l'hypertension, de l'insuffisance rénale chronique ou de la dyslipidémie. Donc, alors, par rapport à l'ampleur du Ramadan et du diabète, alors certes, le nombre de patients diabétiques est très important dans le monde. On est à plusieurs centaines de millions de patients diabétiques. Ceci, effectivement, en termes de prise en charge, en termes de morbidité, a un coût de santé. Et donc là, je vous ai ressorti en fait des études, l'étude entre autres Epidia, puisqu'en fait, il y a différentes études qui sont présentées dans cette revue de la littérature, pour vous dire simplement qu'effectivement, il y a de nombreux patients qui vont, malgré leur diabète, vont jeûner le mois de Ramadan. Et donc là, vous avez le diabète de type 1 et le diabète de type 2, sans rentrer dans le détail. Donc, nous avons à peu près une 30% de patients qui vont être concernés par le diabète de type 1, qui vont jeûner le mois de Ramadan, un peu plus de 70% pour le diabète de type 2. Et ces patients ont un profil physiopathologique qui est lourd en termes de morbidité, avec des complications, des microvasculaires et macrovasculaires, dont par exemple des antécédents de maladies coronariennes, d'accidents vasculaires cérébrales, etc., et qui vont malgré tout donc, jeûner ce mois. Alors, ce jeûne donc, va intervenir sur une durée, comme je vous disais tout à l'heure, qui est variable selon la période de l'année et la latitude géographique. Et à titre d'exemple, en 2022, cette durée de jeûne est allée de 12 heures jusqu'à 18 heures selon effectivement la zone géographique. Donc, cette durée est à prendre en considération dans la prise en charge de nos patients et notre accompagnement. Donc voilà, je vous ai mis un petit peu sur cette diapo les différentes particularités de nos patients donc, pendant ce mois. Donc, on a évoqué déjà la durée quotidienne du jeûne, le fait qu'il soit porteur de pathologie chronique, à risque de morbidité, qui va générer, si la pathologie n'est pas correctement prise en charge, donc un coût pour la santé. Et également, ce sont des patients qui vont malgré tout avoir une intention de jeûne qui va être maintenue avec avis médical, sans avis médical ou contre l'avis médical. Et bien entendu, ce mois de Ramadan va entraîner un certain nombre d'impacts que nous verrons au fur et à mesure. Donc, alors, quels sont ces impacts? Alors, ces impacts, je les ai organisés en 4 volets. Alors, tout d'abord, le mois de Ramadan va engendrer des modifications des habitudes de vie de nos patients. Ensuite, il risque, pour les patients qui ont des pathologies chroniques, donc dont font l'objet cette présentation, ils risquent effectivement d'avoir leur pathologie déséquilibrée pendant cette période. On va revoir ensemble la chronopharmacologie et l'observance thérapeutique, qui sont les 2 grandes rubriques de la prise en charge thérapeutique pendant le mois de Ramadan. Et j'évoquerai en 4 d'autres risques, mais de façon très brève. Alors, tout d'abord, la modification du mode de vie. Alors, la modification du mode de vie a fait l'objet en fait de nombreuses études, dont une étude qui a été réalisée au Maroc par
le Haut Commissariat des plans, et qui a montré qu'effectivement, pendant cette période-là, les habitudes de vie, pour que ce soit pour les hommes ou les femmes, changent, que ce soit par rapport à la sédentarité, où on voit effectivement qu'il y a un temps de sédentarité plus important pendant cette période, que ce soit au niveau du sommeil, puisque le temps du sommeil diminue pendant ce mois, donc le temps de déplacement diminue également, et le temps donc passé en mode sédentaire, comme je le disais tout à l'heure, donc va augmenter pendant cette période. Donc nous avons donc un changement de mode de vie qui va forcément donc avoir un impact sur un certain nombre de paramètres. Alors je vous ai cité le fait que la qualité de sommeil et l'insomnie avaient un impact sur le déséquilibre de certaines pathologies comme le diabète, l'hypertension et la maladie cardiovasculaire. J'ai insisté sur l'insomnie parce qu'effectivement, c'est le paramètre qui est le plus touché pendant cette période. Alors, pour ce qui est en fait du déséquilibre de la pathologie en cours, donc là en fait on a des résultats qui sont controversés. Donc j'ai pris l'exemple du diabète parce que c'est effectivement la maladie qui est la plus étudiée dans la littérature, et donc là j'ai cité cette étude-là en particulier EPIDIA, puisqu'on retrouve effectivement, c'est une étude rétrospective qui a été réalisée de façon donc sur 13 pays, mais qui a engendré de nombreuses sous-études. Dans celle-ci, qui explique qu'effectivement, le nombre d'épisodes d'hypoglycémie sévère sont plus importants et plus fréquents pendant la période du mois de Ramadan, et que ces hypoglycémies, et ça c'est important de le noter, sont plus fréquents chez les sujets chez qui on a modifié leur traitement avant le Ramadan. Théoriquement pour les sécuriser pendant cette période, mais on s'est rendu compte que finalement, on les exposait à plus de risques d'iatrogénie. Donc, là, c'est les conclusions diabète. Là, je passe aux conclusions en fait hypertension artérielle. Et donc là, en termes d'hypertension artérielle, on a plutôt des effets positifs puisqu'effectivement, la pression artérielle systolique ou diastolique semble être modifiée positivement, donc améliorée, que ce soit chez le patient healthy, chez le patient hypertendu, chez le patient diabétique ou chez le patient insuffisant rénal chronique pendant cette période du mois de Ramadan. Donc là, vous avez vu deux exemples de résultats différents. Nous allons passer maintenant à la chronopharmacologie et l'observance. Chronopharmacologie va forcément être impactée puisque l'intervalle entre 2 ou 3 prises sera modifié. Alors, si on a 2 prises, ce qui correspond à un intervalle de 12 heures, on passera en fait à 7 heures entre 2 prises au lieu de 12 heures. Et donc, la prise du midi sera supprimée. Donc, quid de la prise du midi, comment on pourra la remplacer? Et le plan de prise va être modifié. Alors, généralement, pour ceux qui n'arrivent pas à se réveiller pendant au lever du soleil, décalent leur prise du médicament au soir. Et donc, on pourrait se poser la question de l'impact. La prise du matin, j'ai pris l'exemple en fait des antihypertenseurs. Lorsqu'elle est décalée le soir, donc il y a une méta-analyse qui a été faite sur ce sujet, montre qu'effectivement, il n'y a pas d'impact significatif de cette prise, que ce soit en termes de morbidité ou en mortalité, mais également en termes d'effets indésirables et autres. Donc finalement, si on décale les prises du matin au soir, on n'a pas forcément d'effet négatif. Le plus important, c'est de pouvoir et se rappeler, être bon observant. Et là, justement, par rapport à l'observance thérapeutique, toute la problématique est là pendant cette période et les études sont nombreuses, mais j'en ai cité 2. Pour le patient asthmatique, on se rend compte qu'il oublie souvent son traitement pendant le mois de Ramadan et donc ça l'expose effectivement à une pathologie qui est déséquilibrée et toutes les conséquences que cela engendre. Et puis chez les patients hypertendus, encore une fois, ils oublient leur traitement et donc c'est un facteur entre guillemets, de mauvaise observance cette période et favorise la mauvaise observance. Alors, les autres risques, très brièvement, parce que c'est plus un aspect médical, c'est qu'il y a des risques liés à la déshydratation, donc déshydratation qui est aggravée par la prise de diurétiques, mais également par la prise en fait, d'autres médicaments antihypertenseurs comme les IEC, les sartans, qui vont favoriser des insuffisances rénales fonctionnelles, aiguës fonctionnelles. Et puis, il y a un risque également de thrombose qui accompagne cette période. Donc, je ne rentrerai pas plus dans le détail. Alors, la question et le volet qui nous intéresse, c'est la valeur ajoutée du pharmacien clinicien
pour accompagner nos patients. Alors là, je vous ai séparé ce qui est accessible à l'action et ce qui l'est moins. Alors, ceux qui disposent d'une faible marge de manœuvre, on a une faible marge de manœuvre pour modifier les habitudes de nos patients, de vie de nos patients. Donc, vous pourrez les conseiller, mais sans véritablement agir dessus. Mais ce qui reste accessible à l'action, c'est les 3 autres volets. C'est les accompagner pour rééquilibrer leur pathologie ou maintenir l'équilibre de leur pathologie, la chronopharmacologie et l'observance, et puis les autres risques, accompagner effectivement les conseils du médecin par rapport à ces risques-là. Et donc là, j'ai envie de dire que c'est une excellente opportunité pour le pharmacien clinicien officinal que vous êtes de profiter de cette période pour vérifier, améliorer le profil iatrogénique et initier éventuellement un projet d'éducation thérapeutique si effectivement le patient l'accepte et si les conditions sont favorables. Donc là, la décision de pratiquer ou non le jeûne est une décision qui est d'ordre spirituel, puisque, comme je le disais tout au début de cette présentation, l'intention du jeûne sera malgré tout maintenue, soit avec avis médical, c'est ce qu'on le souhaite, mais des fois sans avis médical ou, dans le pire des scénarios, contre un avis médical. Donc, par rapport à ça, il va falloir, nous, en tant que pharmaciens cliniciens, de pouvoir un petit peu structurer notre démarche. Et cette démarche sera structurée à partir de 3 éléments qu'il va falloir intégrer. C'est d'abord d'individualiser le risque ou de stratifier le risque chez notre patient. Donc là, les recommandations et les guidelines sont vraiment très claires là-dessus pour les diabétiques et les patients IRC. Donc, le risque chez le patient IRC, donc il y a 3 rubriques de risque. Soit on a, chez le patient diabétique, il y a 3 rubriques de risque. Soit on est devant un patient qui est à faible risque, on est devant un patient qui est à risque modéré ou on est devant un patient qui est à haut risque. Ce risque-là dépend d'un score et ce score sera calculé à partir de cette formule-là ou de ce catalogue de scores, à savoir est-ce qu'il s'agit d'un patient diabétique de type 1 ou de type 2, quel est le type de traitement qu'il est pris, et ainsi de suite. On additionne les différents scores jusqu'à pouvoir scorer notre patient. Une fois qu'il est scoré, on saura plus ou moins si on est devant un patient à haut risque, à moyen risque ou à faible risque. Alors, par rapport à ça, donc là, tout est codifié et les recommandations sont claires là-dessus. Quand on est à faible risque, il y a toute une évaluation, bien entendu, avec l'équipe multidisciplinaire. Le strict monitoring, quand on est à risque modéré et quand on est à haut risque. Il y a même des recommandations par rapport au fait de jeûner ou pas. Et ces recommandations-là sont également, et sont accompagnées d'une médiation par une autorité religieuse. Et ça, c'est une nouveauté dans les dernières recommandations qui sont apparues, c'est-à-dire qu'il y a une recommandation religieuse qui est associée au niveau de risque du patient. Pour le patient insuffisant rénal chronique, il y a également des catégories de risques en fonction notamment de sa clairance rénale, en fonction de son stade d'insuffisance rénale chronique, donc de 1 à 3 ou de la dialyse ou si c'est un patient en insuffisance rénale terminale non dialysée. Bref, tout ça est bien codifié. Une fois qu'on a effectivement essayé de déterminer le niveau de risque de ce patient-là, on va maintenant l'accompagner dans sa prise en charge thérapeutique. Et donc là, la prise en charge thérapeutique et son évaluation doit démarrer avant le ramadan, doit se poursuivre pendant le ramadan et doit également se vérifier après le ramadan. Alors là, j'ai cité l'exemple des antivitamines, l'exemple le plus commun et pour lequel effectivement il y a l'éducation thérapeutique très répandue dans différents pays. C'est pour vous dire qu'effectivement un patient qui est sous AVK risque de se déséquilibrer pendant cette période et donc là on a une étude qui montre que les INR ont significativement augmenté par rapport à la période avant le jeûne et donc là effectivement donc il va falloir renforcer l'information ou bien l'intégrer dans un d'éducation thérapeutique pour pouvoir optimiser sa prise en charge. Revenons à notre patient diabétique. Donc là, idem pour tout ce qui est adaptation, ajustement thérapeutique. Tout a été bien codifié. On ne va pas réinventer l'eau chaude puisque tout est clairement clair dans les recommandations. Pour certains, on va supprimer la prise du midi. Pour d'autres, on va diminuer notamment les sulfamides hypoglycémiants et
les insulines, on va diminuer les doses puisqu'il y a un risque d'hypoglycémie. Pour le répaglinide ou le mini-sulfamide, on va diminuer la posologie, supprimer la dose du midi et augmenter la prise du soir parce que c'est là où le repas est plus hypercalorique. Bref, ça, ce sont juste quelques exemples d'ajustements thérapeutiques. Donc, l'évaluation et l'individualisation du message éducatif doit intervenir avant le mois de Ramadan, comme je le disais, et il doit s'adapter au profil du patient par rapport au type de diabète, par rapport à son niveau socio-économique. Et donc là, encore, les recommandations sont précises, en tout cas, ce qu'il faut faire pendant cette… pour administrer donc le message éducatif. Ce message doit couvrir différentes rubriques. Je les ai résumées ici. Donc, il devrait couvrir donc, les habitudes saines de vie, donc, notamment l'hydratation, savoir être capable de reconnaître les symptômes d'hypoglycémie ou de cétose pour éventuellement procéder à un arrêt du jeûne, augmenter les surveillances et structurer ces surveillances avec le patient, préciser quelles sont les situations de rupture ponctuelle ou durable du jeûne, donc les seuils de glycémie notamment, lui rappeler, et ça c'est très important, qu'il y a des actions qui ne rompent pas le jeûne, donc tout ce qui est surveillance glycémique, les injections d'insuline et quelques autres voies d'administration, et puis les adaptations thérapeutiques, bien entendu avec le médecin traitant ou le médecin endocrinologue responsable du patient. Faire participer dans la mesure du possible la famille ou une tierce personne est vraiment très souhaité pour pouvoir mieux l'accompagner et optimiser le volet éducatif. Pour ce qui est du matériel, là encore une fois, tout est disponible pour ce qui est en tout cas du diabète. De nombreux outils sont disponibles et donc je vous invite, je vous ai mis quelques liens sur la bibliographie. Je vous invite effectivement à utiliser celui qui vous semble le plus adapté et le plus simple pour votre pratique d'officine. Alors pour terminer, ce que l'on peut retenir, c'est que le pharmacien clinicien intervient pour sécuriser le jeûne de son patient chronique et notamment du jeûne de celui qui va malgré tout le pratiquer contre un avis médical. J'ai mis 3+, parce que là, le pharmacien d'officine est le premier à être concerné. Donc, c'est une opportunité qu'il va falloir saisir pour pouvoir améliorer le profil iatrogénique du patient et être en mesure aussi et favoriser donc, un projet d'éducation thérapeutique pour le patient pour pouvoir l'accompagner après la période du Ramadan. Et les optimisations à apporter, c'est de pouvoir un petit peu adapter l'entretien pharmaceutique à partir des éléments que je vous ai exposés, de pouvoir adapter aussi les soins pharmaceutiques ou en tout cas l'information thérapeutique en fonction du profil à risque, donc stratifier en fonction du profil à risque, et donc l'accompagner par les différents messages thérapeutiques et éducatifs qui sont d'emblée traités dans les guidelines. Donc, merci pour votre attention. Merci Sadia pour ta présentation qui était très détaillée, qui a quand même traversé beaucoup de champs de toutes les pathologies chroniques que peut rencontrer un pharmacien d'officine dans son exercice. Je vais tenter de faire un petit résumé et dire que globalement, quand un patient souhaite jeûner, il faut tenir compte de 5 ou 6 facteurs qui sont l'âge du patient, l'âge de la pathologie, les complications qu'il a, le traitement qu'il prend depuis combien de temps et surtout de la période de jeûne parce que parfois le jeûne au mois de juin, au mois de juillet n'est pas le même qu'au mois de décembre. Je dirais aussi que le pharmacien clinicien doit tenir compte des croyances et des pratiques du patient, de son niveau socioculturel et dans son environnement familial. Tu as insisté sur l'éducation thérapeutique du patient qui doit être faite entre 4 et 6 semaines. Mais globalement, ce qui ressort, c'est que c'est dans le diabète, on a plus tôt d'adaptation posologique parce qu'au niveau de la HTA, ou quand on a un patient sous AVK, maintenant on a les anticoagulants oraux directs. Donc, quand on craint des variations d'INR, autant commencer déjà
transférer le patient sur un AOD, on a moins d'INR, on a moins de variations. Pour un patient qui est asthmatique, on sait qu'on a des bêta-méthylétiques qui font 2 prises, qui peut être une le matin soir ou le premier repas et le soir après. Pour l'hypertension artérielle, il faut favoriser plutôt les bithérapies, voire s'il le faut, une trithérapie, parce que des fois on a des patients avec 2 ou 3 traitements. Mais même dans la religion, le patient, à chaque fois qu'il aura une pathologie compliquée, non équilibrée, avec des complications, et qu'on craint qu'il y ait une diminution de l'observance, il faut parfois dire non, vous n'avez pas, parce qu'il y a une autre porte de sortie en respectant les pratiques religieuses qui est de sortir une somme d'argent, parce que ce qui est important, c'est notre patient. Donc parce que moi j'ai eu par expérience des patients qui étaient sous insuline, qui ont fait, au bout de 3-4 jours, ils sont hospitalisés le reste du temps. Donc, je pense que parfois, il faut sécuriser le patient par une éducation avant, en tenant compte de l'ensemble des facteurs que j'ai dit. Je te remercie, Sadia, pour ta présentation. Maintenant, on va écouter Houda Sifiani. Merci. Merci beaucoup. Merci Sadia pour cette présentation. Merci pour l'invitation à participer à ce webinaire, Monsieur Dr Mimoun, Dr Poitou et toute l'équipe d'organisation. Et merci à tous les participants qui veillent avec nous cette soirée. Donc, je vais partager mon écran pour lancer directement la présentation. Alors, est-ce que je peux avoir la... Voilà, très bien. Est-ce que vous voyez la présentation? Parfait. Parfait. Très bien. Donc, moi, je suis docteur Houda Sifiani, je suis médecin pharmacotoxicologue et je travaille au centre de pharmacovigilance. Donc, mon domaine, c'est la pharmacovigilance. Je travaille au Maroc, dans la pharmacovigilance marocaine. Et ma présentation, elle va s'articuler principalement autour de la pharmacovigilance avec quelques recommandations pour avoir un bon système de surveillance pour réduire l'iatrogénie médicamenteuse, l'impact des effets indésirables, que ce soit pendant le ramadan ou en dehors du ramadan, bien sûr. Alors, le sommaire, je vais parler un peu de la pharmacovigilance, pourquoi on a besoin d'une pharmacovigilance, de la iatrogénie médicamenteuse, qu'est-ce que ça englobe, parce qu'il y a des choses qu'on n'y pense pas, mais quand on sait que ça fait partie du champ d'application de la pharmacovigilance, ben, tout de suite, on va commencer à faire attention à ces petits détails-là. Et bien sûr, le rôle du pharmacien pour avoir un bon système de surveillance et pour réduire l'impact de ces effets indésirables et bien sûr assurer in fine la sécurité du patient dans nos populations. Donc d'abord, il ne faut pas dénigrer. Donc la valeur thérapeutique des médicaments, elle est claire. On sait que ces produits de santé, ils ont rendu beaucoup de services à l'humanité. On a une réduction de la morbimortalité, on a amélioré la qualité de vie, on a prolongé l'espérance de vie, mais en même temps, on a fait, maintenant, on commence à obtenir, à avoir des maladies qu'on n'avait pas avant parce que justement, on a prolongé l'espérance de vie. Et donc, le service médical rendu, il est clair. Mais on sait que la iatrogénie médicamenteuse et les effets indésirables sont une réalité. Et donc, le produit de santé, on sait maintenant que c'est un facteur de risque pour la santé humaine. Quand on prescrit un médicament, quand on délivre un médicament, on sait qu'il va avoir, à côté de l'effet voulu, des effets qui ne sont pas recherchés. Et Nicolas Moore a dit une phrase qui est très intéressante. Il dit que tous les médicaments sont dangereux, certains peuvent être utiles. Donc, quand on prescrit, quand on délivre un médicament, on sait qu'on expose notre patient à des risques qui sont liés à ce médicament. Alors, c'est quoi la pharmacovigilance? C'est la science, c'est une science, ce n'est pas un observatoire, ce n'est pas une base de données, c'est une science qui est relative à la détection d'abord. Donc, la détection, elle se fait bien sûr au niveau du professionnel de santé qui est en contact avec le patient, à l'évaluation, à la compréhension et à la prévention des effets indésirables et tout autre problème lié à l'utilisation du médicament. Alors, cette pharmacovigilance, tout le monde le sait, je pense, hein, tout le monde sait comment elle est née, la pharmacovigilance. C'est
cause du drame de la thalidomide. Pourquoi drame? Parce que normalement, on ne devrait jamais avoir autant d'effets indésirables, quand même délétères, parce que c'était de la tératovigilance, et attendre jusqu'à avoir 12 000 cas pour retirer le médicament du marché ou pour changer son indication, parce que la thalidomide existe toujours, mais pour d'autres indications avec un plan de gestion de risque bien solide. Ça, c'était le départ en 1900, pendant les années 60. Mais est-ce que ça veut dire que depuis la création de la pharmacovigilance, on doit arrêter de surveiller? Ben, pas du tout. Et l'exemple, vous les connaissez tous, les exemples sont multiples. Il y a l'affaire du Vioxx, du Mediator, il y a l'affaire des prothèses mammaires, les PIP, que tout le monde connaît. Et il y a dernièrement une affaire qui s'est passée en Ouzbékistan avec le décès d'une vingtaine d'enfants suite à l'utilisation d'un sirop pour la toux, c'était un défaut de qualité, il contenait un taux un peu plus élevé d'éthylène-glycol que les taux recommandés. Donc, c'est juste pour vous dire que nous avons toujours besoin de rester vigilants, de mettre en place des actions, de prévenir la survenue de ces effets indésirables. Alors, pourquoi la pharmacovigilance? Parce que depuis le temps d'Hippocrate, on dit d'abord un patient dans un médecin ou un professionnel de santé, d'abord, il ne doit pas nuire à son patient. Et c'est pour ça qu'il y a eu la naissance de ce programme international de l'OMS pour la surveillance des médicaments. Et ce programme, il est constitué actuellement, vous voyez la carte en dessous, la carte du monde. En fait, tout ce qui est bleu foncé, c'est les pays qui sont membres de ce programme. Donc, la France est dedans, le Maroc est dedans, en fait, l'Afrique en entier, pratiquement, elle est dedans, mais elle est venue tardivement, bien sûr, à ce réseau. Donc, il y a le centre international, un département au niveau de l'OMS qui gère tout ça, avec des centres bureaux pays, bien sûr, et nous avons 2 centres collaborateurs, un qui est à Uppsala, en Suède, et un qui est au Maroc, à Rabat, c'est le Rabat Collaboration Center, dont on fait partie, moi et Cédia. Alors, pour définir l'effet indésirable médicamenteux, en fait, c'est exactement la même définition que les iatrogénies médicamenteuses. C'est toute réaction non voulue qui fait suite à l'utilisation d'un produit de santé. Avant, on parlait, quand on avait un effet indésirable, on mettait le doigt directement sur le médicament. Et au fait, on s'est rendu compte que le médicament, il peut être un facteur de risque, mais en même temps, l'effet indésirable peut être lié à autre chose. Et c'est pour ça que le champ d'application de la pharmacovigilance s'est élargi à plusieurs autres domaines, à savoir les problèmes de qualité, les interactions médicamenteuses, les erreurs médicamenteuses, la non-observance au traitement. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas liées intrinsèquement au médicament, mais à la manière avec laquelle il est utilisé, soit par les professionnels de santé, soit par le patient lui-même. Alors, juste, je me permets de m'arrêter quelques secondes et d'aller vers le Slido, si vous permettez. Alors, est-ce que vous pouvez basculer sur le Slido? Alors, j'ai maintenant une seule réponse. Voilà, est-ce que vous avez déjà déclaré un événement indésirable à un centre de pharmacovigilance, soit régional, si vous êtes en France, soit national, si vous êtes au Maroc? Donc là, je vois qu'on a quelques réponses, que quand même, c'est à égalité. Hein, ça monte pour les noms. Donc, voilà, j'attends quelques secondes juste pour avoir une vingtaine de réponses. Très bien. Donc, juste pour avoir une idée, donc on va voir par la suite pourquoi on ne déclare pas. Parce que, est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut déclarer ou bien… Donc, je reviens à la présentation. Alors, la iatrogénie médicamenteuse, elle a été étudiée en long et en large. Donc, on sait maintenant que ces effets indésirables, ils peuvent être bien sûr bénins et ils peuvent être très, très graves. Ils peuvent être d'apparition aiguë, enfin, ils apparaissent et disparaissent, ou bien une pathologie chronique. On peut avoir un diabète post-corticoïde, par exemple. On peut avoir des hypertensions artérielles dues à des prises médicamenteuses. Ces effets indésirables,
Ils peuvent être précoces, juste après la prise médicamenteuse, comme ils peuvent apparaître tardivement, même après sauter d'une génération, comme l'histoire du diethylbène avec les cancers utérins qui sont apparus chez la génération suivante, chez les filles dont les mamans ont été exposées au diethylbène pendant la grossesse. Et ils peuvent être bien sûr réversibles ou bien irréversibles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces effets indésirables sont une cause d'hospitalisation. Selon des études, en moyenne, 5% d'hospitalisation sont dues aux effets indésirables médicamenteux. Et bien sûr, ce taux, il augmente largement chez le sujet âgé. Donc, le sujet âgé, il représente un risque de par ces pathologies, le diabète, l'hypertension artérielle et toutes les pathologies qu'on voit plus fréquemment chez le sujet âgé, mais en même temps, parce que c'est une personne qui va être polymédiquée et qui présente des défaillances physiologiques pour faire des effets indésirables. Donc, ces défaillances physiologiques, bien sûr, ils vont être accentuées, comme a présenté Cédia dans sa présentation très vraiment explicite, par rapport aux modifications physiologiques qu'on peut avoir pendant le mois de Ramadan. Alors, cette ampleur de préjudice, elle est beaucoup plus bien représentée, elle est mieux représentée dans certaines études. Par exemple, le Harvard Medical Studies, c'est une étude qui a été faite à large échelle aux États-Unis et qui a montré que les effets indésirables tuent plus que les accidents de la voie publique, plus que le cancer du sein et plus que le sida. Et pourtant, on en parle moins, on n'en fait pas une affaire de santé publique. C'est l'équivalent d'un crash de 2 Boeing 747 tous les 3 jours. Donc, juste imaginez l'impact que ça représente en termes de santé publique, les effets indésirables. Donc, il y a des études qui ont été faites en France, au Canada, qui montrent qu'il y a quand même des décès très importants, un nombre de décès très élevé qui est dû aux effets indésirables médicamenteux. Les facteurs de risque sont clairs. On sait qu'il y a des facteurs qui sont liés à l'individu, les âges extrêmes, le nouveau-né, l'enfant, le sujet âgé, par les perturbations physiologiques qu'ils peuvent représenter, c'est-à-dire on a parlé. Il y a les modifications génétiques qui peuvent exposer une population à un effet indésirable plus qu'une autre. Donc, il faut connaître ces modifications génétiques. Et il y a bien sûr les pathologies associées chez chaque individu. Il y a les facteurs liés à l'environnement. Ils oublient souvent le travail, l'exposition à certains toxiques pendant le travail, quand il y a une interaction entre le toxique et l'exposition à un produit de santé. L'exposition au soleil, par exemple, on prend la doxycycline pour un traitement et on s'expose au soleil, on sait qu'on va avoir des effets indésirables cutanés suite à cette exposition. Il y a l'alimentation qui rentre en jeu, il y a tout ce qui est pamplemousse, par exemple, on sait qu'il est inducteur enzymatique, donc il va provoquer énormément d'effets indésirables si on l'associe à la prise de certains médicaments, surtout ceux qui ont un index thérapeutique très étroit. Et bien sûr, il y a les facteurs de risque liés au médicament lui-même. Ça veut dire que c'est son activité intrinsèque qui peut donner un effet indésirable, ou bien l'effet immunogène, ou bien les interactions avec d'autres médicaments, avec des plantes, avec un mode de vie, ou bien une perturbation qui peut être due au jeûne, ou bien à la rupture du jeûne. Par exemple, un insuffisant rénal qui va rompre le jeûne, il va tout de suite augmenter sa phosphorémie et il va avoir des troubles cardiaques dus à cette augmentation. Donc voilà, tout peut être corrélé quand on utilise les médicaments dans la vie réelle, pas dans un essai clinique où il va être largement surveillé. Donc pour vous dire que pour ça, parce qu'on sait que ce n'est pas que le médicament, qu'il y a plusieurs facteurs de risque, et en fait, on est passé dans la pharmacovigilance du concept de la sécurité sanitaire des produits de santé au concept sécurité du patient. Donc, on s'est tourné vers le patient pour voir quels sont tous les facteurs qui vont rentrer en considération pour éviter, pour assurer la sécurité du patient. Donc, on ne parle plus que de la qualité du médicament qui est mis sur le marché, mais aussi comment il va être utilisé, comment il va être prescrit, etc. Là, je parle juste du système, ça c'est général, enfin, c'est le système marocain, mais ça peut se répliquer dans plusieurs pays. Alors, le système marocain de pharmacovigilance, il fonctionne ainsi.
on a les professionnels de santé, le patient, qui peuvent déclarer directement au Centre national de pharmacovigilance ou bien aux centres régionaux. L'industrie pharmaceutique aussi, elle déclare au niveau du Centre national de pharmacovigilance. Tout ça est regroupé, il est envoyé au niveau international dans la base de données internationale. Donc ça retentit après sur le processus de pharmacovigilance pour la prise de décision quand on a des signaux de sécurité qui sont détectés avec un médicament particulier ou bien une association qui fait apparaître un nouvel effet indésirable ou une nouvelle problématique. Alors, le pharmacien d'officine et la pharmacovigilance. Quels sont les rôles du pharmacien d'officine? C'est la déclaration au centre national ou bien, par exemple en France, je sais qu'il y a 31 centres régionaux de pharmacovigilance, donc la déclaration, elle est régionalisée, mais de toute façon, l'objectif est le même, c'est de faire remonter l'information, de centraliser, de pouvoir détecter les signaux liés aux effets indésirables médicamenteux ou tous les produits de santé. La détection, c'est aussi un rôle du pharmacien. Et on va parler de cette détection parce que ça ne concerne pas que les effets indésirables qu'on observe chez le patient, on va en parler. Et bien sûr, l'éducation thérapeutique du patient pour augmenter l'observance, pour régler un problème lié à une situation particulière, par exemple le jeûne du Ramadan. Donc, il faut qu'il y ait un contact entre le pharmacien et le patient pour essayer d'éviter toutes les situations qui peuvent entraîner la iatrogénie médicamenteuse chez le patient. Pourquoi le pharmacien d'officine? Parce que c'est la première ligne. En fait, particulièrement chez nous au Maroc, en fait, le pharmacien, il joue tous les rôles. Il joue le rôle de diagnostic, il prescrit des fois. Donc, bon, c'est le système, hein, on le connaît. Et parfois, c'est le seul recours pour le patient. Donc, le patient, il a un seul interlocuteur dans le système de soins, c'est le pharmacien d'officine. C'est un contact qui est privilégié parce que c'est un contact, les pharmaciens d'officine, ils ont un contact très rapproché avec leurs patients et c'est un contact qui est régulier avec les mêmes patients qui habitent dans le quartier, etc. Alors, le suivi du patient par le pharmacien d'officine doit se faire par plusieurs étapes et je sais qu'il y a des projets qui sont en France pour faire le suivi du patient. Au Maroc, c'est vrai que les pharmaciens jouent un rôle très important pour expliquer le traitement aux patients, pour expliquer toutes les adaptations posologiques qu'il doit y avoir, les objectifs à atteindre suite à la prise de ces médicaments, les risques encourus en cas de non-observance, l'explication des analyses biologiques. Des fois, le patient, il vient au comptoir avec les bilans biologiques pour que le pharmacien puisse lui lire les bilans biologiques et lui expliquer ce qui se passe. Donc, en fait, c'est le premier contact et parfois même, c'est le seul contact entre le système de soins et le patient. Donc, au Maroc, nous avons la réglementation pour la pharmacovigilance et juste pour rappeler que les pharmaciens, ils sont un maillon très important dans cette déclaration, les pharmaciens d'officine, et que cette notification, normalement, elle est obligatoire par loi qui concerne l'organisation du système national de pharmacovigilance. Alors, pour parler un peu obligatoire, oui, mais tous les systèmes de pharmacovigilance à travers le monde se basent sur la notification spontanée. Et cette notification spontanée, elle est sujette à variation parce qu'on va notifier généralement tout ce qui est grave, parce que ça nous interpelle, parce qu'on va notifier les effets indésirables d'un médicament qui vient d'arriver sur le marché, parce qu'on se dit, ah, on ne sait pas trop, donc il vaut mieux qu'on déclare. On va déclarer suite aux campagnes promotionnelles. S'il y a une modification, et rappelez-vous de l'histoire du Levothyrox en France avec les déclarations suite au changement de la formulation de Levothyrox. Et donc, on va avoir des variations de déclaration qui peuvent nous poser problème par rapport, si on interprète mal, par rapport à la détection des signaux. On peut avoir des pics et on se dit, ah, il y a un problème avec un médicament donné, mais il faut juste bien superposer ce qui se passe réellement et avec la déclaration de ces effets indésirables. Et juste pour rappeler un point d'éthique, savoir que quelque chose peut causer préjudice à quelqu'un qui l'ignore lui-même et ne pas l'informer, ce n'est pas éthique. Et ce n'est plus acceptable dans le domaine médical.
Alors, cette notification, je me suis permise d'extraire quelques informations de la base de données. Alors, ce que vous voyez sur l'écran à gauche, c'est les bases de données marocaines. Et là, c'est au pif, j'ai pris l'année, en fait, en bas, c'est la base de données marocaine, en haut, c'est la base de données totale. À gauche, vous avez 2018 et à droite, vous avez 2016. Alors, ce que vous voyez en vert, c'est les données qui ont été déclarées pendant le mois de Ramadan. Parce que j'ai vu un peu que le mois de Ramadan est tombé en juin en 2018 et en juillet en 2016. Alors, juste pour vous dire, quand je me suis penchée sur les données, ça n'avait rien à voir avec le Ramadan. C'est juste que ça a coïncidé qu'il y a des pics comme ça. Et justement, la tendance au niveau international montre, vu que les pays qui déclarent plus dans Vigibase, ce n'est pas les pays musulmans où il y a le plus de jeunes. Donc, la tendance, elle est tendance globale. Donc, il n'y a pas de déclaration qui augmente pendant le mois de Ramadan. Et pour rappeler que ce qui est déclaré, malgré le fait qu'on a sur Vigibase 35 millions de déclarations aujourd'hui, c'est que la partie apparente de l'iceberg. Alors, si on se penche sur qui déclare au niveau de la base de données, et vous voyez bien que le pharmacien, il représente 9,4% de toutes les déclarations. Donc, il a déclaré 10% de la base de données, alors que normalement, c'est lui, le pharmacien, vous êtes en face du patient et je suis sûre que vous détectez énormément d'effets indésirables. Alors là, ça me fait revenir sur le Slido, si possible. Est-ce que vous pouvez accéder à vos Slido et pour nous dire, à votre avis, pour vous, quelles sont les raisons qui vous découragent à déclarer un événement indésirable? Est-ce que c'est par méconnaissance du circuit ou du canal? Est-ce que parce que ça vous prend énormément de temps? Parce que c'est un acte qui n'est pas rémunéré ou parce qu'il n'y a pas de sensibilisation à la pharmacovigilance? J'espère que cette séance aujourd'hui va faire un peu de sensibilisation à la pharmacovigilance. D'accord. Et acte sans intérêt. D'accord. Je vois que 13%, ils pensent que c'est un acte qui n'a pas d'intérêt. J'espère qu'après la présentation, ils vont voir l'intérêt que ça peut donner cet acte de déclaration. Parfait. Donc, avant de revenir à la déclaration, à la présentation, je vais aller rapidement sur Vigibase. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Vigibase, parfait. Alors ça, c'est une vue de la base de données internationale en direct. Donc là, en vue régionale, j'ai mis 2 pays, j'ai mis la France et j'ai mis le Maroc pour avoir juste les effets indésirables avec les médicaments utilisés dans le diabète. Alors juste pour aller je vais aller dans le pic, donc c'est 2014, j'ai cherché tout à l'heure et pendant le mois de 2014, en fait, le Ramadan, c'était pendant le mois de juillet. Je vérifie, je pense que c'est bien ça. C'était pendant le mois de juillet. Oui, c'était bien ça. Alors, vous voyez que pendant le mois de juillet, on a 12 cas entre la France et le Maroc qui sont liés aux médicaments antidiabétiques. Donc, en fait, on a 0 déclaration pendant le Ramadan. Si on va le mois d'octobre, sûrement il y a quelque chose qui s'est passé, particulièrement en France, pour qu'il y ait 6837 cas dus aux antidiabétiques. Alors, vous voyez ici, vous avez l'information sur qui a déclaré. Donc, les médecins, c'est avec 73,9% et les pharmaciens, c'est avec 13,2%. Alors, ça, c'est la base de données régionale qui inclut les 2 pays, comme je vous ai dit. Et quand on va à la base de données globale pour les antidiabétiques, vous voyez, pour l'année 2014, là, pareil, je n'ai pas d'augmentation particulière pendant le mois de juillet, ni pendant le mois de août qui suit le Ramadan. Normalement, on peut avoir un impact qui va se voir l'année d'après, le mois d'après. Donc voilà, juste pour vous dire que quand on veut analyser particulièrement le mois de Ramadan, on n'a pas de données réelles, factuelles au niveau de la base de données. Alors,
si on veut donner de la sensibilisation justement à la pharmacovigilance, pour dire qu'est-ce qu'on peut notifier. En fait, on notifie tout, toute suspicion d'événement ou toute situation pouvant induire un événement indésirable. Et quand on parle événement indésirable, en fait, ce qui est rapporté particulièrement par les pharmaciens d'officine, ce sont des situations particulières qui peuvent induire en erreur. Et ça, c'est très important de déclarer, même s'il n'y a pas d'effet indésirable, même si l'erreur n'a pas atteint le patient. Parce que si pour un pharmacien, ça a été sauvé, pour un autre, il peut commettre l'erreur. Et là, par exemple, là, c'est un exemple d'une vraie ordonnance au Maroc. Donc, ça induit en erreur. On peut se tromper sur la lecture de l'ordonnance. Donc, il faut déclarer ce genre de choses. Comme ça, le système de pharmacovigilance peut mettre en place des moyens pour remédier à ce genre de problème. Alors, il y a la situation où on a ce qu'on appelle les look-alike et les sound-alike. Ce sont des médicaments qui, soit en visuel, vont être pareils, donc on risque de se tromper. Alors là, il y a l'image de l'adrénaline. Alors, c'est le méthylérgométrine, la néostigmine, avec l'adrénaline. Donc, voilà comment on peut se tromper entre deux injections. Il y a la morphine en 2 doses, le 2 mg et le 10 mg. Bon, franchement, moi, je ne vois aucune différence entre les deux boîtes, donc on peut se tromper rapidement dans les doses. Et il y a ce qu'on appelle les sound-alike, les médicaments qui ont presque les mêmes noms. Et donc, le patient, il peut rentrer, il peut demander quelque chose, on entend mal et on donne autre chose. On veut de l'amysil et le pharmacien entend l'amictal. Et en plus, si la prescription elle est mal rédigée, mal écrite. Si le médecin il a cette habitude d'écrire les 3 premières lettres correctement et puis une signature à la fin, ben, on n'arrive jamais à détecter c'est lequel des médicaments on va donner au patient. Et bien sûr, il y a toutes les situations qui peuvent induire des effets indésirables et qui sont liées à la population elle-même. Par exemple, une femme enceinte qui vient, parce que surtout dans nos pays où on peut tout acheter, prendre chez le pharmacien sans prescription, par exemple, une femme enceinte qui est au 3e trimestre, qui a l'habitude de prendre des anti-inflammatoires, elle va se présenter pour prendre des anti-inflammatoires. Donc, le pharmacien, il joue ce rôle-là pour dire, attention, c'est une contre-indication, vous êtes enceinte, il ne faut pas prendre ça, c'est un enfant, il ne doit pas prendre ça, etc. Alors, comment notifier? Tous les moyens sont disponibles. Particulièrement maintenant, on a développé tous les moyens au niveau du Centre marocain de pharmacovigilance, mais je suis sûre qu'en France aussi, vous avez tous les moyens pour déclarer. On peut utiliser le téléphone, le format papier, mais surtout, on peut utiliser le e-reporting. Ça veut dire c'est le lien qui est présenté là sur la slide, et on rentre sur ce lien et on déclare automatiquement, et ça tombe directement sur la base de données nationale de pharmacovigilance. Alors, quand notifié, les délais doivent suivre les bonnes pratiques de pharmacovigilance dans le pays. Donc, au Maroc, par exemple, les effets indésirables graves doivent être déclarés en moins de 24 heures. Si c'est modéré, c'est 7 à 15 jours. Et si c'est bénin, maximum 90 jours, mais il faut déclarer quand même. Donc, ça, c'est les bonnes pratiques de pharmacovigilance. Je pense que ça rejoint les règles internationales. Alors, quand on parle Ramadan, tout ce que je viens de dire pendant cette présentation, il s'applique particulièrement pendant le mois de Ramadan parce qu'en fait, on est dans un véritable dilemme. Les patients qui jeûnent malgré les symptômes d'aggravation de la maladie, ils peuvent avoir des hypoglycémies pendant le jeûne pour les diabétiques, ils prennent leur insuline et puis ils jeûnent après pendant 12 heures et ils refusent de rompre le jeûne alors que franchement, limite c'est anti-religieux de jeûner quand on a une maladie chronique. Il y a la déshydratation qui est due au manque d'hydratation, bien sûr. Il y a tout ce qu'on mange après la rupture du jeûne qui n'est pas du tout adaptée à une vie saine et équilibrée pour un patient qui a une maladie chronique. Il y a les conseils des professionnels de santé qui ne sont pas suivis du tout par rapport à l'adaptation biologique. Ils oublient, il y a une mauvaise observance par rapport au traitement et du coup, normalement, il y a une augmentation d'effets indésirables pendant
le mois de Ramadan. Mais on n'a pas de retour au niveau des centres de pharmacovigilance par rapport à cette augmentation. Alors, pour les professionnels de santé, il y a une incertitude effectivement relative aux conséquences du jeûne sur certaines pathologies qui sont déjà stabilisées. On voit des patients qui sont hypertendus, qui sont diabétiques et qui jeûnent et qui n'ont aucun impact. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne vont pas en avoir. C'est ça le problème. Et donc, il reste cette incertitude relative aux conséquences. Il y a la variabilité, bien sûr, des situations physiologiques des patients, parce que chaque patient est unique. Et chaque situation pathologique est unique. Et bien sûr, il y a l'adaptation des horaires de prise des médicaments qui est très difficile pendant le mois de Ramadan, surtout pendant les périodes où le jeûne il est très très long et on va avoir 3-4 heures de rupture de jeûne et on ne peut pas caser dans les 3 heures toute une prise journalière de médicaments. Donc, c'est très difficile d'adapter ces posologies. Alors ça, c'est une slide que j'ai laissée à la fin pour parler un peu des facteurs contributifs au risque médicamenteux, pour dire que quand on a un médicament, un produit de santé et on a un événement indésirable, en fait, il faut penser à toutes les situations possibles. Est-ce que ce n'est pas une faute, ce n'est pas lié à un facteur de risque qui vient du patient? Est-ce que ce n'est pas la qualité du produit? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est lié à la distribution, au stockage? Est-ce que ce n'est pas lié à aux modalités d'utilisation, au système de soins lui-même? Parce qu'on a réalisé que finalement, il y a des erreurs qui se passent au niveau de l'hôpital, il y a des effets indésirables qu'on observe parce que le système de soins, il n'est pas bien organisé au niveau d'un hôpital. Donc, juste pour vous dire que quand le médicament donne un événement indésirable, ce n'est pas forcément le médicament, ça peut être l'utilisation de médicaments. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de l'usage rationnel des médicaments. Alors, pour conclure, c'est pour vous dire que la pharmacienne d'officine est un maillon fort de tout système de pharmacovigilance. On ne peut pas faire de pharmacovigilance si on ne fait pas de la sensibilisation auprès du pharmacien, parce que c'est le pharmacien qui est en contact du patient, pratiquement un contact journalier avec les patients. L'objectif, bien sûr, c'est la sécurité du patient lors de l'utilisation des produits de santé. Et je vous remercie pour votre attention. Alors, juste pour conclure, avant de donner la parole, c'est le Rabat Collaborating Center qui est le centre collaborateur de l'OMS à Rabat, au Maroc. Il donne un panel de formation sur la pharmacovigilance, des journées de sensibilisation. Donc, si vous pouvez suivre et vous connecter sur la page pour avoir toutes les informations. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci, docteur Sifiani. J'attends que Luc active ma caméra s'il veut bien, parce qu'on avait activé pour ne pas avoir de perturbation. C'est fait. C'est fait. On te voit bien, Freddy. Okay. Donc, merci. Avant de donner, j'ai vu 2 ou 3 questions, mais j'avais quelque chose à vous demander. Est-ce qu'il y a une matériovigilance au Maroc? Parce que nous, on a de la matériovigilance parce que parfois, quand on a un lecteur de glycémie qui est défaillant ou un tensiomètre ou un lecteur d'INR, normalement, nous, on a une obligation de signaler. Est-ce que ça existe au Maroc? Oui. Alors, au Maroc, le centre de pharmacovigilance, c'est le premier centre pratiquement à avoir une pharmacovigilance qu'on appelle intégrée. Donc, on a tous les produits de santé dans le même endroit, les dispositifs médicaux, les vaccins, les médicaments, les produits cosmétiques, la phytovigilance, la térato. Donc, tout est intégré, la gestion des erreurs médicamenteuses, tout est dans le même centre. Et effectivement, on a un bon système de matériovigilance. Et jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on reçoit au niveau de qualité de la matériovigilance, c'est surtout des hôpitaux. Rarement, on a des déclarations venant des pharmaciens officinaux. Donc, ça serait une bonne, une bonne champ de collaboration. Oui. D'accord, merci. Dans les questions, moi j'ai une question. Est-ce des pharmaciens, des confrères et des consoeurs, est-ce qu'on doit notifier des effets indésirables qui figurent déjà au niveau de la notice? Oui. Alors, on déclare tout. Pourquoi? Parce que quand quelque chose est déclaré, elle est déclarée avec une fréquence particulière. Et quand on appelle ce qu'on appelle un
un signal par rapport à une association médicament-effet indésirable est quelque chose soit de nouveau, soit une variation de fréquence, soit une variation de gravité. Donc, on peut avoir, par exemple, vous savez, l'exemple typique, c'est le choc anaphylactique sous pénicilline. C'est très connu, on sait que ça peut arriver, c'est écrit en premier sur le RCP, mais on a une fréquence sur le nombre d'utilisations, on peut avoir un cas sur 10 000. Le jour où on va passer à 2 cas sur 10 000, je peux vous dire que la pénicilline doit être retirée du marché. Donc voilà le type de signaux, c'est qu'il y a une modification dans la population qui a fait qu'il y a une augmentation d'un effet indésirable immunoallergique qui ne devrait pas se voir avec cette fréquence, même s'il est décrit. Et donc, il faut faire une action ou bien il y a un problème d'utilisation. Et juste pour exemple, on a eu exactement la même chose avec le DRESS syndrome et l'allopurinol au Maroc. C'était un signal. Et au fait, quand on a creusé, on a trouvé que c'était une surprescription de l'allopurinol. Et du coup, on a vu une augmentation énorme du risque de DRESS syndrome chez notre population. Et on a fait des actions et l'effet indésirable a diminué. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'attends. Mais Luc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on avait aussi une petite question qui était sur est-ce qu'on a des données suite aux vaccins Sinopharm et Pfizer, même si c'est un petit peu plus loin du thème général? C'est un peu trop tôt. En fait, des données de pharmacovigilance, oui, on en a. Ce qui est bien, c'est que la surveillance du vaccin, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on a quelque chose qui vient d'être mis sur le marché, on a une bonne déclaration. Donc, ce qui était top avec la vaccination Covid, c'est qu'on avait pratiquement une exhaustivité de la déclaration, même un peu trop. Je peux vous dire qu'au Maroc, on a eu pendant 3 mois ce qu'on obtient normalement en 10 ans de déclaration. Donc, juste pour chiffrer un peu ce qu'on a reçu en termes d'effets indésirables avec le vaccin Covid. Et on a des données sur Sinopharm, effectivement, qui sont demandées par l'OMS parce que Sinopharm, comme vous le savez, n'a pas été utilisé dans plusieurs pays. En attendant l'arrivée des autres questions, vous avez soulevé tout à l'heure une exacerbation des déclarations en 2014. Est-ce que c'était la période, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'était la période des glitazones, lactose et Lavandia qui ont été retirés comme antidiabétiques? Alors, je peux aller voir c'est quoi le médicament qui a été le plus déclaré. Oui, voilà, les Voilà. antidiabétiques qui étaient les plus… Ouais, voilà, je vais aller voir tout de suite. Je vous dis ça. Alors, le premier, c'est le Benfluorex. Ouais, Mediator. Ouais, effectivement. Donc, c'était l'affaire Mediator. Ouais. Et au fait, toujours quand on prend justement la base de données, il faut toujours analyser par rapport à ce qui se passe. Donc, toujours revenir à l'actualité pour voir ce qui se passe pour expliquer les données. D'accord. Luc, s'il y a des questions… Et s'il y avait quelqu'un qui posait la question, est-ce que la déclaration des effets indésirables se base uniquement sur l'observation ou sur d'autres thématiques? Alors, je ne sais pas si vous comprenez la question. Non. Alors, en fait, je demanderais peut-être à Najat peut-être de réexpliquer par chat ce qu'elle a souhaité dire. Je crois qu'on peut dire que là, en fait, la pharmacovigilance se base aussi sur la littérature. Au-delà des observations, il y a aussi tout ce qui est qu'on peut retrouver dans la littérature scientifique ou médicale. Je ne sais pas si c'est le sens de la question. Peut-être que c'est ça la question. Et au fait, bien sûr, la littérature médicale, tout ce qui est décrit, tout ce qui est rapporté avec une association, c'est quelque chose qui complète la pharmacovigilance. Mais bien sûr, on va être plus alerte et plus vigilant par rapport à ce qu'on ne connaît pas. Et au fait, c'est ça la pharmacovigilance, c'est de surveiller et de voir tout ce qui peut arriver avant même qu'il ne soit rapporté dans la littérature. Parce que ce qu'il faut, c'est faire des plans de gestion de risque pour éviter que quelque chose de grave ne survienne
et qu'on ne réagisse pas à temps. C'est ça la pharmacovigilance. J'ai une question. Avez-vous des données chiffrées en pourcentage concernant les niveaux de contrainte des IM compte tenu de leur sévérité? Niveau de contrainte des IM. Les interactions médicamenteuses. Exactement. D'accord. Alors, est-ce que vous parlez de la base de données ou bien de la littérature? Parce que de la littérature, bien sûr, on a des données sur les interactions médicamenteuses, les plus à risque, il y a des listes de médicaments à contre-indiquer avec d'autres, effectivement, et c'est déjà établi. Mais par rapport à la base de données, justement, il y a ce manque d'analyse des données d'observation des cas de pharmacovigilance pour pouvoir détecter est-ce que ce sont les interactions médicamenteuses qui sont responsables de ça, sauf quand ils sont déclarés comme tels. En dehors de ça, on ne peut pas détecter les interactions comme ça dans la base de données globalement. Moi, j'aurais une question pour Dr Sadia Sroli. D'après votre expérience en tant que pharmacien hospitalier, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'il y ait un pont entre le pharmacien d'officine et le pharmacien hospitalier? Est-ce qu'il y a déjà des relations qui sont mises en place au Maroc pour qu'il y ait une coopération autour du patient par rapport justement soit à la thématique de l'hiatrogénie ou le jeûne et les médicaments? Je pense que Sadia ne m'entend pas. Non. Désolée, il y a eu un problème de micro. Donc, alors, c'est pas... en fait, de toute façon, que ce soit pendant la période du Ramadan ou en dehors de la période du Ramadan, alors il faut bien qu'il y ait effectivement une collaboration entre les différents secteurs, on va dire le secteur privé et le secteur public, pour ne pas forcément limiter la question uniquement aux pharmaciens hospitaliers. Donc, effectivement, tout ce qui est en fait données, patients qui pourraient effectivement être transmis au secteur privé serait vraiment très utile, notamment pour le pharmacien d'officine qui va pouvoir récupérer effectivement ce relais-là et pouvoir le poursuivre, continuer en officine. Alors maintenant, pendant la période du Ramadan, il y a on va dire un dossier patient qui va être pris en charge par le pharmacien d'officine. Il va recueillir un certain nombre d'informations. Et ce qui serait utile pendant cette période-là, c'est que toutes ces informations-là, qu'elles soient recueillies à travers l'entretien pharmaceutique, à travers des données d'observance ou autres, c'est que ce bilan de médication-là soit partagé avec tous les professionnels de santé qui vont intervenir pour prendre en charge ce patient-là, qu'ils appartiennent encore une fois du secteur public ou privé. Donc, moi, sur le terrain, malheureusement, on n'a pas encore ces initiatives qui sont mises en place, mais peut-être que toi, en France, tu pourrais peut-être nous parler pour sécuriser ce patient-là pendant cette période avec différents types de collaboration, même au sein d'un même secteur, à savoir donc le médecin et le pharmacien d'officine. Alors, dans les nouvelles, donc à partir de 2022, ou même avant, il y a la création des agences régionales de santé. Et maintenant, on a ce qu'on appelle les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé. Et après, on est redescendu même au niveau d'un territoire, ce qu'on appelle les équipes pluridisciplinaires. Donc, globalement, dans une maison de santé, il y a des médecins, des pharmaciens, des infirmières, et des kinés, des podologues qui travaillent dans une maison en coopération sur un territoire. Et la problématique qui est en train de se développer maintenant en France, c'est qu'on n'arrive pas encore au dossier partagé. Mais ça va venir parce qu'on va arriver à ce qu'on appelle un dossier partagé du patient où sur sa carte vitale, il va donner l'accès, le médecin il a accès, mais le patient peut choisir les professionnels de santé qui peuvent avoir accès à une partie de son dossier pharmaceutique.
Mais pour l'instant, nous, en tant que pharmaciens, on n'a pas accès à tout. Nous, on peut voir, par exemple, que juste les traitements que peut prendre le patient. Mais ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer encore dans le cadre de ce qu'on appelle le parcours de soins, parce que on a remarqué que, surtout la période Covid a accentué la chose, c'est que des fois, les patients, par exemple un patient diabétique qui doit être suivi par un ensemble de professionnels de santé, ben, parfois on le perd. Donc le parcours de soins, il est en train de se mettre en place, mais il n'est pas encore parfait. Ce qu'on attend, c'est que on puisse avoir accès au dossier patient. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de décision. J'ai quelques questions qui ont été posées. Merci à toutes les personnes. Alors, peut-être la première des questions, c'est quels sont les outils à portée des mains pour participer aux déclarations de pharmacovigilance? Vous l'aviez un tout petit peu évoqué. Peut-être de rappeler comment est-ce que les pharmaciens peuvent participer aux déclarations de pharmacovigilance au Maroc et ailleurs d'ailleurs. Oui, alors au Maroc, vous avez bien sûr la fiche papier que vous pouvez avoir, juste demander par téléphone. Vous pouvez déclarer par téléphone parce qu'on a une ligne d'urgence qui fonctionne 24 heures sur 24 au niveau du centre antipoison et de pharmacovigilance. Donc, on collecte aussi les cas de pharmacovigilance par téléphone, mais aussi il y a le e-reporting qui a été mis en place et le lien, il est partagé sur les slides que vous allez avoir, mais je peux l'envoyer aussi par chat ici. Vous pouvez avoir accès au e-reporting qui est automatiquement déclaré au niveau national. Alors, je sais qu'au niveau, par exemple, en France, l'ANSM, elle a un portail de déclaration et tous les centres de pharmacovigilance régionaux, ils ont leur portail de déclaration où le pharmacien, il peut appeler la journée et déclarer, bien sûr, sur le web. J'ai une question. Ne pensez-vous pas que le pharmacien d'officine peut faire un prescoring? Je pense que c'est un entretien pharmaceutique avant et le discuter avec le médecin traitant pour influencer la décision de jeûner du patient ALD. Enfin, je pense que du patient atteint d'une maladie chronique. Alors, je suis en train de chercher la question, effectivement. Alors, faire un prescoring, donc ça, c'est mon avis personnel. Faire un prescoring, oui. Et justement, là, on a tous les outils pour le faire. Donc, savoir si c'est un patient diabétique de type 1, de type 2, l'ancienneté du diabète, le traitement, etc. Donc, nous, on est outillés à partir de nos connaissances pour le faire. Bien entendu, en discuter avec le médecin, oui, parce que de toutes les façons, le prescoring va être fait également par le médecin. Maintenant, influencer un patient à partir du prescoring, de jeûner ou pas, je pense que c'est discuter avec le patient et puis pour prendre ensemble la meilleure décision. Après, comme je le disais, c'est une décision qui est personnelle, spirituelle et vaut mieux effectivement l'accompagner plutôt que le braquer et puis pour qu'il se retrouve avec des pratiques qui risquent de le mettre encore plus en danger. Moi, c'est un avis personnel. Merci. Alors, j'ai une autre question. Comment pouvez-vous améliorer la communication entre le centre de pharmacovigilance et les pharmaciens d'officine? Alors, ça, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur parce qu'on commence à travailler énormément avec les pharmaciens d'officine. Malheureusement, pour raison de proximité, on va travailler forcément au niveau de Rabat et on organise des sessions de formation, de sensibilisation pour tous les pharmaciens d'officine de Rabat. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en train de développer des centres régionaux de pharmacovigilance dans tous les CHU du Maroc. Et notre but, justement, c'est d'être encore plus proche des professionnels de santé dans chaque région et de déléguer un petit peu cette histoire de sensibilisation, de promotion, de communication au niveau régional. Mais bien sûr, on est toujours ouvert au niveau du centre national par téléphone, par mail, par e-reporting, ce que vous voulez. Vous pouvez nous appeler et nous déclarer ou bien pour discuter d'une situation de prise en charge de patients. On est toujours là à l'écoute.
Il y a aussi une Merci. autre question qui était, est-ce qu'à l'instar de pays comme la France, au Maroc, on publie des rapports de pharmacovigilance mensuels ou annuels? Oui, alors nous avons une publication annuelle du rapport de pharmacovigilance qui est publié bien sûr dans la revue Toxico Maroc. C'est un rapport qui regroupe toutes les données de pharmacovigilance et un autre qui regroupe les données de toxicovigilance de l'année. Mais surtout, on a une page sur DoctiNews qui parle de la pharmacovigilance, une page mensuelle avec tous les signaux qu'on peut détecter pour communiquer avec les professionnels de santé. Et il y a un bulletin d'information qui est publié aussi, mais nous avons effectivement un mail listing et le bulletin, il est envoyé à ce mail listing et je vous invite à juste envoyer vos mails au Centre national de pharmacovigilance pour qu'on vous intègre dans le mail listing de toutes ces publications. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Luc? Pas pour l'instant. Je vois Karim qui veut poser une question à Tunis. Alors, Karim, tu peux poser ta question. Il faut rebrancher ton micro. On ne t'entend pas. Mettre que l'autre n'autorise pas les participants à réactiver eux-mêmes. Ah oui, c'est bon. Là. Qui c'est l'autre? Ça doit être... Vous m'entendez là? Non, on t'entend, oui. Ah, enfin. Ça doit être Mimoun qui me bloque. Tu vois? Non, c'est pas moi, c'est Luc. C'est comme dans The Voice, il a buzzé là. Bon. Je parais l'intrus ce soir puisque la conférence, le webinaire est maroco-marocain. Donc, voilà. Bonjour à tous. Au moins que la Tunisie participe un petit peu. Vu que le thème, c'est sur le ramadan. Donc, je voudrais poser la question au docteur Sefiani. Est-ce qu'il y a un rapport entre le centre de pharmacovigilance marocain et tunisien? Vu que j'avais visité, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'avoir visité avec la SFDP une fois le centre de pharmacovigilance marocain qui est excellent, je vous en félicite. Est-ce qu'il y a quand même une coordination pour comparer les données, du moins, et particulièrement les données de Ramadan, pharmacovigilance ramadanesque, parce que c'est le thème. Alors, on peut comparer deux pays musulmans, mais on ne peut pas le comparer avec la France ou un autre pays européen. Donc, c'est ça qui m'intéresse le plus, pour ne parler que de la Tunisie et du Maroc, mais normalement, on peut y aller plus loin. J'entends rien. Ouda, vous avez votre micro qui est fermé. Voilà, c'est bon. J'ai eu la main pour le unmute. Merci beaucoup. Merci énormément pour la question. Effectivement, moi-même, j'ai eu l'honneur de visiter le centre tunisien de pharmacovigilance. L'honneur est partagé alors ce soir. Oui. Et vraiment, en Tunisie, il y a une équipe formidable qui travaille dans la pharmacovigilance. Et ils font un travail mais impressionnant parce qu'en plus, ils sont à l'intérieur du CHU et donc ils font un travail clinique. Donc, ils reçoivent les patients, ils font les tests cutanés eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est vraiment un service clinique au service de la pharmacovigilance. Et effectivement, on a essayé de faire des études entre pays musulmans pendant le mois de Ramadan. Mais malheureusement, les centres de pharmacovigilance, il y a une réticence à la notification due à un manque de temps, due à des professionnels de santé, parce que si on n'a pas de matière pour travailler, on ne peut pas travailler. Si on n'a pas de déclaration, on ne peut pas faire. Donc, en fait, si on veut juste analyser les données qui arrivent par notification spontanée, comme je vous ai montré, il n'y a pas d'impact du Ramadan. Et au fait, dans l'idéal, on aurait vu l'impact justement de ce jeûne sur les maladies chroniques, rien que sur les médicaments antidiabétiques. Mais si je rentre maintenant sur Vigibase et je mets que les pays musulmans, je ne vais voir aucun impact sur c'est-à-dire le profil de déclaration qui va changer pendant le Ramadan. Alors l'idéal, ça serait de mettre des études actives.
des études de collecte de données pendant ces mois-ci, rien que le faire qu'une année pour voir un peu l'impact de ce jeûne sur les maladies chroniques. Mais, comme vous le savez très bien, ces études nécessitent beaucoup d'argent et malheureusement, on n'a pas de fonds pour faire des études multicentriques dans nos pays. Mais effectivement, on voudrait faire, donc ce qu'on est en train de développer, ce sont des thèses de fin d'études, faisant des études de recherche dans ce sens, avec des pharmaciens, des médecins en fin d'études. Et ça donne des idées très intéressantes pour le développement de la pharmacovigilance, effectivement, et pour avoir une idée de ce qui se passe pendant le mois de Ramadan. Merci. J'aurais une question pour Sadia qui dit, est-ce qu'il existe des modèles de scoring qui formalisent les points évoqués ce soir? Alors, c'est vrai que ce qui manque effectivement à cette thématique, c'est peut-être un scoring du pharmacien clinicien en intégrant toutes ces composantes. C'est vrai qu'on intègre des composantes diverses et variées par rapport à des modifications de mode de vie, au profil iatrogène du patient, à l'iatrogénie elle-même induite par les médicaments. Et je pense qu'il y a un travail à faire dessus, parce qu'il y a beaucoup de groupes de travail qui sont faits par les médecins endocrinologues avec, de pluridisciplinaires, mais en termes de pharmacie clinique, en tout cas à partir de ma petite expérience et de mes propres recherches, on manque d'outils adaptés pour pouvoir intégrer toutes ces notions dans un seul outil et ne pas jongler avec ces différents outils qui sont disponibles. Donc oui, il faut peut-être créer ça et mettre à disposition des pharmaciens qui le souhaitent cet outil-là pour pouvoir mieux accompagner leurs patients. Donc ce serait de l'individualisation effectivement du scoring. Merci. J'ai une autre question. La fiche de notification est contraignante et le pharmacien, des fois, ne peut pas tout remplir, surtout si l'incident est pharmacien dépendant. Oui. Alors, si le remplir le formulaire, effectivement, la fiche papier est contraignant, moi, je vous propose au Maroc d'appeler au téléphone. Ça prend 2 secondes. Téléphoner, on est au bout de la ligne 24 heures sur 24. Donc, n'hésitez pas à téléphoner. Après, le e-reporting, il est moins contraignant. Ça veut dire que vous pouvez remplir rapidement quelques données et nous, on revient vers vous pour compléter l'information. Mettez juste votre adresse email ou votre numéro de téléphone dans le e-reporting et on vous recontactera pour compléter l'information. On peut la compléter nous-mêmes. Il n'y a pas de problème. Donc, on peut vous faciliter la vie au maximum. Juste déclarer, s'il vous plaît. Merci. Luc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que la fiche des formes galéniques qui entraîne la rupture du jeûne a été réactualisée ou alors est-ce qu'on garde celle qui a été créée il y a longtemps? Je crois qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de réactualisation par rapport à la fiche. Alors, j'ai vu une question tout à l'heure par rapport à l'inhalateur. À ma connaissance, ça ne rend pas le jeûne. L'inhalateur de ventoline, on peut l'utiliser pendant le jeûne parce qu'on avait posé la question, bien sûr, parce que pour cela, il faut les réponses des religieux. Et pour cela, on avait posé la question et c'était tout ce qui se passe par tube digestif qui rend le jeûne. Et l'inhalateur, ça va directement dans les voies aériennes. Donc, c'est comme interdire le dentifrice. Même si ça passe par la bouche, ça ne rentre pas dans le tube digestif. Mais si je peux me permettre, Houda, alors pour compléter ça, et c'est vrai que c'est une notion que peut-être les gens qui ne sont pas forcément dans la pratique connaissent pas, ne les connaissent pas, c'est qu'effectivement, il faudrait intégrer dans ce fameux outil de pharmacie clinique toutes les voies qui ne rendent pas le jeûne pour pouvoir informer nos patients, parce que certains patients qui se trouvent en situation de difficulté vont refuser de se voir administrer tel ou tel médicament parce que pour eux, ça va rompre leur jeûne. Donc, ces connaissances-là doivent être, en tout cas, réunies dans un document et qui peut être vraiment très utile aux pharmaciens.
Alors, j'aurais moi une question de curiosité. Est-ce que dans la formation continue que vous faites au Maroc, soit dans des DU de pharmacovigilance ou quelque chose, est-ce que vous avez des diplômes où les pharmaciens marocains peuvent avoir accès à une formation continue à la pharmacie clinique et justement cette thématique qui est d'adapter le traitement ou le réajustement ou l'éducation thérapeutique? Alors, nous avons beaucoup de formations effectivement qui sont proposées par le Centre national de pharmacovigilance, par le Rabat Collaborating Center. Ça peut être en ligne, des diplômantes, des pas diplômantes, toutes les formations peuvent avoir lieu, bien sûr. Et justement, on aimerait avoir des idées d'orientation. Qu'est-ce qui est demandé par les pharmaciens d'officine en termes de formation? Si c'est ces histoires d'ajustement thérapeutique, effectivement, on peut aller dans ce sens. Ce qui existe pour le moment, c'est tout ce qui est effet indésirable par organe, par exemple, les effets indésirables neurologiques, comment on les gère, hépato, etc. La gestion par groupe thérapeutique, par groupe ATC, qu'est-ce qu'on peut avoir comme effet indésirable par groupe thérapeutique, mais on peut aller dans la spécification de chaque, bien sûr, demandeur. Aujourd'hui, comme vous le savez, surtout après le Covid, cette histoire de formation, c'est devenu vraiment l'offre et la demande. S'il y a de la demande, ben, on met en place des formations adaptées à la demande. Donc, bien sûr, vous pouvez envoyer des demandes au RCC pour avoir la formation que vous voulez. On peut organiser des formations. On se déplace au Maroc, on fait des formations pour toute l'Afrique et pour les pays francophones, bien sûr, à distance. Donc, juste restez connectés avec nous et vous allez voir qu'il y a énormément de formations. Et bien sûr, on peut continuer la collaboration avec la Société française de pharmaciens qui organise ce webinaire pour d'autres webinaires, pourquoi pas, pour aller en profondeur. Pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. On a plusieurs demandes concernant la transmission de vos présentations par mail. Est-ce que vous êtes OK? Oui, sans problème.